Donc bonjour à tous, je suis Stéphanie Laronde, directrice des relations internationales pour le RIOB. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes ravis de vous recevoir, vous accueillir dans cette grande série de webinaires, le quatrième de la série. Pour mémoire, en juillet, on a eu le premier sur la GIR à l'échelle des bassins, facteur de résilience aux crises sanitaires. En septembre, sur les systèmes d'information, sur l'eau, gouvernance et apport de la télédétection. En octobre, l'adaptation au changement climatique, le coût des mesures versus le coût inquiétant de l'inaction. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'organiser ce quatrième rendez-vous en partenariat avec le Secrétariat international de l'eau sur la participation des parties prenantes dans les bassins hydrographiques. Alors rapidement, pour vous faire une petite introduction, lors des différentes expériences menées par le RIOB avec l'OIO, nous nous sommes aperçus que la notion de processus participatif était une véritable boîte à outils permettant de veiller à l'articulation interinstitutionnelle, à faire face au manque de moyens humains ou logistiques, à attribuer aux instances de bassin un rôle proactif, durable et pas seulement consultatif, tout en assurant une représentation équilibrée des acteurs et des usages. Les instances participatives à l'échelle des bassins hydrographiques sont généralement des lieux extraordinaires de brassage des intérêts de l'eau, réunissant à la fois les autorités publiques, les acteurs économiques, les élus locaux, les usagers de l'eau, les associations environnementales et les observateurs. Réunir cette diversité d'intervenants ouvre la voie à des solutions pratiques et concrètes. La gestion participative est l'un des objectifs de la gestion intégrée des ressources à l'échelle des bassins. La planification doit permettre d'associer l'ensemble des usagers. Ce n'est pas seulement un argument de bonne gouvernance démocratique, mais c'est aussi un facteur d'efficacité d'un point de vue technique, économique et environnemental, pour passer d'une gestion sectorielle à une gestion intégrée. Je vous propose juste de vous présenter, avant nos 5 panélistes, de vous présenter quelques expériences réalisées dans la mise en œuvre de la GIR que le RIOB et l'OIO ont pu accompagner dans des contextes bien différents et qu'il a fallu adapter ce processus de gestion participative en fonction des contextes. Le premier exemple, c'est en Chine, où des groupes consultatifs ont été mis en place sur 2 bassins pilotes. Ces groupes sont constitués de représentants de différents ministères, de l'eau, de l'agriculture, et à chaque échelle administrative. L'enjeu était de regrouper ces autorités administratives à l'échelle du bassin. Ici, la gestion participative a permis de mobiliser les acteurs institutionnels, de faciliter la connaissance mutuelle et d'aboutir à une véritable articulation entre les différents ministères, eau, agriculture, qui ne se parlaient pas toujours auparavant. Et donc là, réellement, il y a eu un changement culturel, si j'ose dire. L'autre exemple, donc là, on part plutôt du côté de l'Union européenne avec les 6 pays du partenariat oriental dans le cadre du projet EWI+. Là, je vous ai listé sur ce slide différentes réalisations et j'ai voulu retenir votre attention sur la sensibilisation envers les jeunes et les populations rurales. Et à travers ces différentes campagnes, cette gestion, cette participation a permis à la fois le dialogue, l'expression du territoire et la transparence. Un autre exemple, c'est au Brésil. La loi sur l'eau de 1997, inspirée de l'expérience française, propose une gestion des ressources en eau décentralisée et participative par bassin hydrographique, basée sur la participation à la fois des pouvoirs publics, des usagers et des communautés. Et enfin, un dernier exemple, c'est le Burkina Faso, avec cette démarche de gestion intégrée des ressources en eau qui est basée sur un processus marqué par l'approche participative, notamment avec la création de la première agence de l'eau au Burkina en 2007. 5 agences au Burkina ont été créées et les comités de bassin, ils sont composés de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des catégories d'usagers. Au Burkina Faso comme au Brésil, le financement des agences de l'eau repose essentiellement sur les principes
préleveur, pollueur, payeur. Et cela fait de l'usager un acteur central dans l'effort de préservation des ressources en eau. Donc, pendant ce webinaire, nous allons découvrir, avec quelques exemples grâce à nos panélistes, comment les pays et les organismes de bassin s'organisent pour s'assurer de la participation des différentes parties prenantes, comment les inclure dans la gouvernance et dans le processus participatif. Donc, avant de passer la parole à Isabelle Matikowski, directrice générale adjointe de l'Agence de l'eau Artois-Picardie en France, vous allez voir apparaître un petit sondage, un premier sondage. On est dans la gestion participative, donc on va vous faire participer. Donc, normalement, vous devez voir sur votre écran 3 questions. Donc, n'hésitez pas à mettre ce sondage sur votre écran en plein écran ou alors de moduler avec l'ascenseur pour bien visualiser les 3 questions. Voilà, donc vous pouvez répondre à ce premier sondage. Il y a 3 questions. Pour la question numéro 2, il faut répondre par défaut à la question. Vous cliquez sur écrivez votre réponse en fait dans le chat. Vous cliquez sur cette réponse. Ensuite, vous répondez également à la question 3. Vous soumettez votre réponse. Et ensuite, vous répondez dans le chat à la question 2 pour donner en fait le mot associé, selon vous, à gestion participative. Donc voilà, donc vous renseignez ces 3 questions, vous soumettez le questionnaire et ensuite vous répondez dans le chat à la question 2 en donnant un mot qui associe gestion participative. Voilà, donc en attendant, je vais laisser la parole, donc je vais enlever mon partage d'écran, je vais arrêter mon partage d'écran, je vais laisser la parole à Isabelle Matikowski, qui va nous expliquer comment se concrétise la participation des parties prenantes dans la gestion du bassin à la française. Merci Isabelle pour votre introduction. L'introduction de Madame Isabelle Matikowski a été réenregistrée du fait d'un problème de son. La voici. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous visualisez bien l'écran que je viens de partager à l'instant avec vous. En introduction, je voudrais tout d'abord prendre le temps de remercier les organisateurs qui m'ont invité à intervenir et qui me permettent de participer à ce webinaire. Mon propos sera organisé en essentiellement 2 parties. La première de ces 2 parties se concentrera sur la gestion participative par les instances des agences de l'eau. C'est un élément commun à toutes les agences de l'eau en France. La seconde de ces 2 parties traitera plus particulièrement de l'implication de la jeunesse dans la gestion de bassin, dans la mesure où c'est là un élément de distinction spécifique à la politique de l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Un petit rappel de la gestion française par bassin, qui a plus de 50 ans maintenant et qui est définie par la loi sur l'eau de 1964. Cette gestion française s'appuie sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, celui d'une gestion au plus près de la ressource pour avoir une meilleure connaissance, une meilleure identification et une meilleure coordination des acteurs. Ce qui explique que nous ayons 7 bassins hydrographiques gérés par 6 agences de l'eau françaises. Une gestion donc à l'échelle du bassin. Deuxième pilier, qu'il y ait une logique de promotion d'une culture de bassin, une logique de solidarité sur la ressource en eau, mais aussi une solidarité financière avec le mécanisme pollueur-payeur. Troisième pilier, enfin, celui de la concertation, avec la promotion d'une démocratie de l'eau dans une logique à la fois de sensibilisation, mais aussi de concertation. Et concrètement, comment cela se passe-t-il en France? Eh bien, dans les instances des agences de l'eau, dans l'agence de l'eau Artois-Picardie notamment, comme dans toutes les autres, nous avons l'équivalent d'un véritable parlement de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique qui associe l'ensemble des usagers de la ressource en eau. La participation qui se concrétise dans les instances des agences de l'eau, c'est parfait, voilà. Dans les principes des agences de l'eau, avec en particulier le Parlement de l'eau qui a 3 rôles bien spécifiques. Un rôle sur la stratégie et le partage des enjeux par l'élaboration et le suivi des schémas de planification de l'eau. Un rôle qui renvoie plus à l'instance exécutive et de financement de l'agence de l'eau
qui est son conseil d'administration, mais le Parlement de l'eau a aussi un rôle d'orientation sur la politique d'intervention financière de l'agence en approuvant son programme d'intervention et donc sa capacité à mettre en place des actions avec les partenaires des agences de l'eau sur le terrain pour aboutir ou pour progresser vers les enjeux partagés de l'eau. Et donc, ce Parlement de l'eau, et c'est sa composante justement démonstrative, est constitué d'élus, d'usagers et de représentants de l'État. Alors, comment ça se concrétise? Alors là, je vous livre la composition telle qu'elle sera mise en place début 2021, puisqu'il y a des évolutions importantes dans la composition des comités de bassin et de nos parlements de l'eau, avec notamment une évolution forte sur la représentativité à part égale des usagers non économiques de l'eau et des usagers économiques. Je vous montrerai par la suite l'évolution qu'on a eue. Et autre point important aussi, c'est une volonté très forte qui a été inscrite d'ailleurs dans une loi qui a été approuvée en tout début de semaine, la loi ASAP, Accélération et Simplification de la simplification publique, de l'action publique, qui a mis en avant la parité dans l'ensemble des groupes de représentation des différents parlements de l'eau. Et pour le vivre un peu en direct en ce moment, ce n'est pas une mince affaire que d'avoir des nominations paritaires à la fois dans les usagers professionnels, que ce soit ceux de l'industrie, de l'agriculture, ou dans les usagers d'ailleurs des associations de consommateurs ou de défense de l'environnement. Donc voilà, une parité souhaitée et également une proportion équitable, équivalente entre les usagers non économiques de l'eau et les usagers de l'eau. Donc, vous voyez l'évolution que l'on est en train de connaître, hein, puisque aujourd'hui, on est sur la composition que vous voyez sur la gauche de la diapositive, où on avait un panel d'usagers, mais qui n'était pas complètement équitable entre les usagers économiques et non économiques, hein, puisque les usagers économiques représentaient pas tout à fait les 2/3, mais pas loin, du groupe des usagers. Là, on sera à moitié-moitié. Alors, point d'importance aussi, en particulier pour l'agence de l'eau Artois-Picardie, c'est que dans nos usagers non économiques de l'eau, on a proposé au préfet, et c'est quasi fait, le fait d'inclure un jeune, et ça fera le lien avec la deuxième partie de mon intervention. Alors, cette participation se décline également au niveau territorial, puisque sur le bassin Artois-Picardie, nous avons la chance d'avoir 15 territoires de sages. Alors, que sont les territoires de sages? En fait, ce sont des territoires à l'échelle de bassin versant, à une échelle infra-bassin, qui permet aussi de décliner cette volonté de parlement de l'eau, de petits parlements de l'eau à cette échelle de territoire. Donc, ces petits parlements de l'eau, en moyenne, sont composés d'une cinquantaine de membres, ce qui fait que si voilà, on fait une rapide multiplication, on est à 750 personnes qui sont sensibilisées directement au sujet de l'eau sur le territoire du bassin Artois-Picardie. Et si on rajoute les membres du comité de bassin, on peut dire qu'on est à peu près à 1000 personnes, ce qui est quand même relativement modeste, enfin à 1000 initiés, ce qui est quand même relativement modeste par rapport à un bassin de 4,8 millions d'habitants. C'est pour cela d'ailleurs que dans le cadre dès début 2021, dans le souhait de la concertation qu'on va avoir sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est la stratégie de l'eau pour la période 2022-2027, pardon, nous avons souhaité ouvrir une très large concertation avec le grand public pour aller beaucoup plus loin que ce public d'initiés dont je parlais avant, et essayer de toucher au plus près du territoire avec des enjeux de territorialisation des politiques, l'ensemble des citoyens. Donc, ça va se concrétiser en quelques exemples avec une consultation de masse simple sur la base d'une seule question à partir de téléreportages très courts, 2 minutes, pour être très concret et très direct par rapport au sujet des enjeux de l'eau sur un territoire donné.
Ça va être aussi la possibilité d'avoir un registre numérique pour pouvoir donner des avis un peu plus approfondis. Un sondage également pour une mesure scientifique de l'opinion et les propositions d'un jury citoyen. Voilà, ce sont quelques mesures que je souhaitais mettre en avant sans aller beaucoup plus loin puisque le temps nous est compté. Donc, maintenant, pour faire un zoom sur le public jeune, puisque c'est une des particularités de l'Agence de l'eau Artois-Picardie, d'avoir développé justement cette politique jeunesse au sein de son mode de fonctionnement. Peut-être recadrer de façon plus globale avec le contexte, hein, puisque nous avons une planète qui est très jeune, avec 51% qui ont moins de 20 ans, avec 90% de moins de 30 ans qui vivent dans des pays qui souffrent du manque d'eau. Et sur le bassin Artois-Picardie, nous avons la particularité d'être la région la plus jeune de France, avec 13% des habitants qui ont moins de 25 ans. On n'est pas tout à fait dans les mêmes rapports, mais en tout cas, par rapport à la France, on a cette particularité-là. Avec aussi 2 districts internationaux sur le bassin et une gouvernance partagée sur l'ESCO, puisque dans la Commission internationale de l'ESCO, on a un siège d'observateur des jeunes depuis 2003, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres commissions internationales. Donc, comment on a créé cette politique de la jeunesse, comment on a construit progressivement cette politique de la jeunesse? Il nous a fallu 10 ans pour ça. Donc, c'est bien différent d'une politique d'éducation à l'environnement, hein, vous le comprendrez avec mes explications. Et la volonté, au départ, ça s'est concrétisé par la mise en place d'un comité pédagogique de bassin dès les années 2000, qui intégrait l'éducation nationale, l'enseignement agricole, un représentant des structures d'éducation à l'environnement et un élu de notre comité de bassin. Donc l'objectif étant de sensibiliser et de travailler avec le monde de l'éducation, qui est un monde bien ciblé, mais qui est souvent en dehors des sujets de concertation, de consultation du public, qui est souvent à côté. Donc l'objectif, voilà, c'était bien de les inciter à venir sur ces sujets-là. Ça a évolué en 2003 avec la signature de la charte de l'éco-citoyen, qui était en fait les prémices de notre Parlement des jeunes pour l'eau, puisqu'on a travaillé dans cette charte pour mettre en place un premier Parlement des jeunes pour l'eau en 2003, qui était composé d'une 50aine de participants qu'on réunissait 3 fois par an. Ensuite, en 2008, on a évolué donc en signant une charte à Anvers, en marge de la conférence Eau et changement climatique, pour officialiser le Parlement des jeunes citoyens de l'ESCO. Donc là, on était déjà dans une logique européenne avec nos partenaires belges, flamands et des pays belges et flamands, pour mettre en place justement à l'échelle de l'ESCO un Parlement des jeunes dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée à l'ONG Good Planet Belgium. Puis, on est encore monté en grade, en quelque sorte, ou en dimension, pour aller vers notre participation au niveau de l'agence, au Parlement européen et au Parlement mondial des jeunes pour l'eau. Et l'Agence de l'eau a été l'interlocuteur et le garant technique français pour la structuration de ces parlements. Donc, je vous disais, c'est à peu près une politique de 10 ans qui a été mise en place, qui a permis de toucher, en tout cas dans la première période, sur les 10 premières années, à peu près 1000 jeunes qui ont été touchés directement. Et ça s'est poursuivi effectivement dans la décennie suivante, de 2010 à 2020. La montée en puissance, je veux dire, de ces 4 parlements, donc le Parlement des jeunes pour l'eau du bassin, le Parlement des jeunes pour l'eau de l'ESCO, le Parlement européen des jeunes pour l'eau et le Parlement mondial pour l'eau, ça a été une contribution à peu près de 100 000 € sur 10 ans de l'Agence de l'eau, c'est-à-dire 1 million d'euros. Tout ça pour directement toucher le public des jeunes et notamment des jeunes adultes. Et c'est aujourd'hui un peu une finalisation de notre politique, puisque nous allons, début 2021, proposer, nous allons nommer directement dans le comité de bassin
un jeune du Parlement des jeunes pour l'eau dans les instances directes de l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Voilà, donc le schéma que je vous ai présenté donne dans la diagonale qui va de bas en haut, donc de gauche à droite sur le haut, donc les éléments liés à ces parlements, et dans l'autre diagonale, le fait que dans nos actions, notamment de coopération institutionnelle, que ce soit au Maroc avec le CEBU ou en Bulgarie, nous incitons également beaucoup à valoriser la place des jeunes dans le dialogue sur l'eau. Je vous remercie. Merci Isabelle pour cette présentation enrichissante. On va partager l'écran à nouveau sur nos grands témoins cette fois-ci. Vous avez encore quelques secondes pour répondre au premier sondage, pendant que j'ai le plaisir d'accueillir donc nos 4 grands témoins donc, qui vont partager leur expérience. Donc, Monsieur Jean Bosco Basy, donc ça serait bien que vous puissiez mettre votre... Ah oui, Isabelle, est-ce que tu peux arrêter de partager ton écran? Voilà, ouais, merci beaucoup. Donc, Monsieur Jean Bosco Basy, expert à Eau Vive International du Burkina Faso. Donc, il est en direct, donc pas du Burkina, mais de Thiès au Sénégal, exceptionnellement. Monsieur Raïm Ortiz, vice-ministre eau au ministère de l'Environnement et de l'eau en Équateur. Si on peut vous voir et vous saluer, bonjour. Madame Bota Sharipova, responsable chapitre Asie centrale du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Bonjour Bota. Et Monsieur Vladimir Arana, coordonnateur de programme au secrétariat international de l'eau basé au Canada. Bonjour Vladimir. Donc, ces 4 panélistes vont faire une présentation, mais juste avant, on va continuer dans la participation. On a un second sondage à vous proposer, donc avec 3 questions. N'hésitez pas à répondre en direct. Et voilà, donc toutes les réponses que vous allez donner seront abordées, introduites lors des conclusions. Donc, pendant les interventions de nos panélistes, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les partager dans le chat. Et donc, nous aurons un temps d'échange de 35 minutes, au moins quand même, pendant cet événement sur la gestion participative. Et donc, ça sera Laurie Fourneau qui va gérer ces échanges et donc va reprendre et valoriser toutes vos questions que vous pourrez indiquer dans le chat. Donc, alors, je les interprète, Stéphanie, puisque nous avons 2 interprètes sur le canal anglais apparemment. Nous avons Youssef et Myriam sur le canal anglais. Est-ce que nous pourrions avoir que l'un des 2, s'il vous plaît? Merci bien. Stéphanie, à toi. Oui. Voilà, donc je vais arrêter de partager l'écran. Je vais laisser donc débuter cette table ronde à Jean Bosco Basy, la parole, et donc il va nous indiquer quelles sont les principales conditions à réunir pour une participation efficace des communautés locales à la gestion des bassins. Donc en direct de Thiès, on espère que la connexion va être correcte. Jean Bosco, à vous. Merci beaucoup Stéphanie et merci à toute l'équipe. Je m'entends mal. Toute l'équipe qui ont préparé donc cette section. Et je vous remercie de nous avoir associés. J'espère que les dieux de la technique et de la connexion seront là avec moi pour que ça se passe très bien. Donc j'ai vraiment le plaisir de partager une expérience, donc 2 expériences, une sur le bassin du fleuve Niger et l'autre sur le bassin du fleuve Sénégal, que nous avons pu conduire avec d'autres partenaires en appui donc à la gestion participative, notamment comment amener les acteurs usagers au plus bas sur le terrain dans les bassins à participer activement aux décisions et au développement durable dans leur bassin. Il faut dire qu'elle est quand même une notion assez récente et aussi complexe, hein, particulièrement en Afrique,
Elle est apparue au début des années 80, les années 90, mais à l'époque, on parlait encore de participation en termes de prise d'effort dans les projets. Donc, les populations devaient contribuer à la mise en œuvre d'un projet. Et c'est comme si c'est d'autres qui avaient des projets auxquels les participations locales devaient participer. Et malgré la reconnaissance de la participation comme clé de l'agir au niveau local, national et international, la participation des acteurs est faible, parfois théorique et bien souvent instrumentalisée. Alors, il a fallu avant tout une volonté politique au plus haut sommet des États qui ont décidé de mettre en œuvre une vision partagée autour de 3 domaines prioritaires, dont la participation et partie prenante au développement du bassin. C'est ainsi donc que la question de la participation des acteurs, des usagers, des ressources, mais aussi plus largement des ressources naturelles, a été mise sur la table. Il fallait regarder comment Oui, Jean Bosco, on ne vous entend plus. Ce que je propose, c'est qu'on passe juste à l'enregistrement de Jean Bosco. On avait prévu peut-être ce problème de connexion. Donc, je vais partager mon écran avec la vidéo de Jean Bosco parce que son expérience est intéressante. Bien, je vais sacrifier à la tradition pour remercier l'OIO et ses partenaires qui ont bien voulu nous associer à cet exercice. Et je suis donc très heureux de partager aujourd'hui l'expérience que nous avons conduite avec les 2 organismes de bassin en Afrique de l'Ouest, l'autorité du bassin du Niger, mais aussi l'Organisation pour la mise en valeur du bassin du fleuve Sénégal, autour de la question de la participation des communautés locales à la gestion de bassin. Il faut simplement dire que la question de la participation des communautés locales dans les projets de développement de manière générale est une notion récente et complexe, particulièrement en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est très récent, c'est au début des années 90 que cette notion est apparue à la fois dans la mise en œuvre des projets, mais aussi dans les concepts de développement. Et elle était juste considérée comme une notion réduite à la seule dimension de prise d'effort. On parlait de participation au projet en termes de contribution des communautés, mais on ne parlait pas de participation dans les prises de décision. Et c'est là où je crois que c'est la gestion intégrée des ressources en eau, cette notion de gestion intégrée des ressources en eau, qui a amené la reconnaissance de la participation comme un principe clé de gouvernance de l'eau au niveau local, national et international. C'est ça qui a amené les différents acteurs, les parties prenantes, à commencer à regarder comment cela pouvait se faire. Et dans le cas des organismes de bassin, pour les expériences que nous avons pu vivre au cours des 15 dernières années, la première expérience concerne le bassin du fleuve Niger, dans lequel nous avons pu accompagner l'organisme de bassin, mais aussi les différents États, les 9 États qui partagent ce bassin-là, à mettre en place un processus donc de participation des acteurs locaux, notamment les usagers des ressources en eau, mais aussi des ressources naturelles du bassin du Niger, aux différents processus de prise de décision. Mais il a fallu avant tout une volonté politique au plus haut sommet des États qui ont décidé au début des années 2000 de mettre en œuvre ce qu'ils ont appelé la vision partagée autour de 3 domaines prioritaires, dont l'un était la participation et le renforcement des capacités des acteurs parties prenantes au développement durable du bassin. Et notamment parmi ces acteurs-là, il y avait bien entendu les acteurs usagers au plus bas sur le terrain du bassin.
Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a une volonté politique de le faire, il reste à le faire. Et pour le faire, il y a une première chose, c'est d'abord de reconnaître ces acteurs-là comme partie prenante. Et c'est le premier pas très important. Une fois qu'on les reconnaît, il faut les connaître. Alors d'abord, qui sont-ils, où sont-ils, que font-ils, quel est leur poids dans l'économie du bassin, quel est leur poids dans les impacts à la fois négatifs aussi sur les ressources du bassin et la dégradation ou la dégradation donc de ces ressources, quelles sont leurs priorités et leurs besoins et comment on peut faciliter et renforcer leur participation au processus de développement. Donc après la reconnaissance et la connaissance, l'action a consisté à construire et à soutenir un mécanisme de participation. Et cela par d'abord une étude pour identifier et caractériser donc les différents acteurs, que ce soit des pêcheurs, des agriculteurs, des éleveurs, des forestiers, enfin bref, tous ces gens qui sont sur le terrain et qui partagent les ressources et qui sait que chaque fois qu'il y a partage, il y a aussi risque de conflit. Ensuite, il a fallu organiser un forum au niveau régional des 9 pays du bassin avec tous ces acteurs pour qu'ils regardent ensemble comment ils pouvaient, et comment ils pouvaient, mais aussi comment ils voyaient un mécanisme de participation aux instances de décision de l'autorité du bassin du Niger. Et donc, ce forum-là, qui a réuni près de 200 participants venant des 9 portions nationales du bassin, a permis donc de jeter les bases d'un mécanisme de participation à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau pays, donc des représentants des différentes catégories d'acteurs au niveau local en interface avec le ministère de tutelle en charge des questions de l'eau, de l'environnement, de tutelle aussi de l'autorité du bassin dans le pays, mais aussi les différents comités de pilotage de projets et programmes qui étaient mis en œuvre dans les portions nationales de chacun des pays. Et au niveau régional, nous avions le secrétariat exécutif qui était l'instance dirigeante de l'autorité du bassin du Niger et les différents comités de pilotage de projets au niveau régional, ainsi que les partenaires techniques et financiers, et puis évidemment de faire reconnaître de manière officielle la participation des usagers et qui siègent dans les différents espaces de décision de l'autorité du bassin, que ce soit le comité technique permanent ou les comités de pilotage de projet, et prennent part aux différentes réunions statutaires de l'autorité du bassin du Niger. Ce qui n'était jamais le cas depuis la création de la commission du bassin du Niger au début des années 60 jusqu'à celle de la création de l'autorité du bassin au début des années 80. L'institutionnalisation de ce mécanisme-là, qui a été reconnu par décision même du Conseil des ministres de l'autorité du bassin, et ensuite le début de la prise en compte de l'avis des usagers dans les grandes orientations de développement durable du bassin, par exemple la validation du plan d'action de développement durable, le programme d'investissement, la charte de l'eau et sa vulgarisation au niveau donc, des différents pays du bassin. Donc, voilà globalement comment s'est menée cette expérience-là. Et évidemment, on a des contraintes qui sont persistantes, mais aussi on a appris des leçons. Le premier, c'est que les acteurs de terrain sont préoccupés par l'accès aux services essentiels. Ça, c'est ce que nous avons pu sentir, hein, que ce soit les services d'eau, de santé, d'éducation, mais et pour qui d'ailleurs la notion de participation est comme une perte de temps. Comment voulez-vous que les gens viennent à des réunions de haut niveau parfois, des réunions parfois trop techniques et scientifiques et qui ne comprennent pas forcément? Comment voulez-vous qu'ils y donnent un intérêt lorsque leurs préoccupations sont d'abord et avant tout l'accès aux services essentiels? S'ils n'ont pas d'eau potable, je crois que les réunir dans des réunions statutaires d'une agence de bassin, ça ne sert à rien, ça ne les intéresse pas. Et alors, nous avons ensuite constaté qu'il y a les conflits de leadership
qui ont aussi impacté donc la participation de ces acteurs-là. Et puis, évidemment, le manque d'assistance technique dans leur participation parce qu'ils ont toujours besoin d'être assistés pour mieux comprendre les dimensions techniques et scientifiques. Et c'est en cela d'ailleurs que l'expérience que nous avons menée dans le bassin du fleuve Sénégal, en utilisant des outils de communication par de l'illustration, a permis donc aux différents acteurs au niveau local de mieux comprendre comment et les enjeux, de mieux comprendre les enjeux, mais comment ils pouvaient aussi influencer les décisions. Et c'est un peu ce que nous avons illustré à travers une boîte à images et des séances d'animation dans les villages, mais aussi avec les radios communautaires et qui ont permis donc à la population au fin fond des pays du bassin du Sénégal de mieux comprendre les enjeux de développement durable de leur bassin et les décisions qui se prennent au niveau de l'organisme de bassin. Voilà pour brièvement présenter les deux expériences que nous avons pu mener sur ces deux bassins en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. J'espère que bon, il est toujours là au moins pour s'écouter et écouter les prochaines questions-réponses. Moi, ce que je retiens de votre intervention, c'est qu'elle montre la complexité du processus participatif quand il n'y a pas la tradition et que la volonté politique est fondamentale. Ensuite se pose la question du coût de la participation qui sera probablement abordée lors du temps des échanges. Je vais laisser la parole à Raïm Ortiz, le vice, on va changer de continent. Bonjour à lui. Donc, quelle est l'expérience de l'Équateur dans la mise en place d'un travail conjoint avec des organisations de participation sociale dans le développement de la gestion intégrée des ressources en eau? Je vous laisse partager votre écran, si vous le voulez bien. Et voilà, vous avez 10 minutes pour présenter votre expérience. Merci à vous. Your experience. Thank you. Your microphone is not activated. Honorable. Il faut activer le micro. Se debe activar el micro, señor. Voilà, et juste pendant la présentation, n'hésitez pas à renseigner le sondage, le second sondage. Buenas tardes, buenos días con todos. Realmente... Bonjour, bon après-midi à tous. Et c'est un réel plaisir d'être avec vous. Je souhaitais en tout cas vous faire part des salutations du ministère de l'Équateur, de l'eau et de l'environnement. Nous saluons ces initiatives qui réellement permettent d'échanger l'expérience, de nous enrichir les uns des autres et pouvoir avoir effectivement des retombées positives au bénéfice des usagers de nos pays respectifs. Alors, pour commencer la présentation sur la gouvernance des ressources hydriques en Équateur, je souhaitais tout d'abord faire référence à l'expérience que nous avons menée en tant que pays à partir de la nouvelle constitution qui a été créée ou plutôt établie en 2008, dans lequel le droit humain à l'eau est tout à fait entériné et donc les ressources en eau et disons que l'intégration ou la gestion intégrée des ressources en eau prend une ampleur importante. Je voudrais également dire que notre loi juridique, notre réglementation juridique d'interdiction de la privatisation de l'eau est la seule manière dont on peut justement gérer l'eau en Équateur est à travers une gestion publique et dans ce cas, à travers les collectivités municipales, provinciales ou communautaires, à travers les initiatives communautaires dans les différents secteurs ruraux, toujours sous la supervision, réglementation et régulation et contrôle de l'État équatorien. Alors, c'est un peu ce qui est stipulé dans la loi avec un ordre d'intervention de la gestion des ressources en eau. Tout d'abord, la ressource pour répondre aux besoins humains, alors bien entendu qui inclut l'aquaculture et d'autres services
bien entendu collectives, notamment conservation des écosystèmes et enfin les activités productives. Alors, ces systèmes de gestion publique communautaire ont permis justement que les indigènes et les populations rurales puissent justement mettre en place un processus soutenable et durable et permet justement à l'État d'administrer, de réguler et pouvoir de la même manière eh bien, les ressources en eau aux populations les plus démunies, les plus nécessiteuses. Nous allons parler à présent des espaces de participation dans la gestion intégrée des ressources en eau et je voudrais donc mettre en exergue le mot suivant. La gestion intégrée. Au préalable, nous avions en fait une verticalité dans les relations entre de l'administration des ressources en eau. Aujourd'hui, nous avons tenté de faire en sorte que cette relation soit horizontale avec la participation de l'ensemble des acteurs et l'accompagnement de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons des organisations d'usagers où vous avez donc la consommation humaine, l'arrosage, les activités productives. Ensuite, nous avons les conseils de bassin. Ce sont des conseils essentiellement de planification hydrique locale et donc les conseils de gestion hydrique. Je vais donc vous expliquer comment ils sont constitués et comment et à quoi ils correspondent. Et enfin, pour arriver au concept interculturel de gestion des ressources en eau. Tout cela est dans l'article 25 et 26 de la loi organique pour la gestion des ressources en eau et l'exploitation des ressources en eau en Équateur. Nous avons un premier espace qui est de la base, la composition d'un conseil d'agence qui en fait implique ou comprend 7 représentants. Il s'agit en fait du premier espace, la première juridiction équivalent à quelque chose comme les provinces, pour ainsi dire, est composé par 7 représentants. Un représentant du secteur productif, dans ce cas, ce qui a trait à l'énergie, la production de l'énergie, la production industrielle, donc toutes sortes de bassins, d'autres représentants de l'eau potable et des agences de l'eau potable, notamment pour acheminer justement les ressources en eau potable dans le milieu rural, notamment les ressources en eau pour l'arrosage, l'agriculture, essentiellement l'arrosage et l'irrigation, et puis ce que l'on savait également au niveau provincial, les préfectures et un représentant du gouvernement autonome décentralisé provincial ou ce qu'on appelle les mairies, un représentant du gouvernement autonome parochial, à savoir la représentation du plus petit gouvernement et le représentant des écoles polytechniques et universités. Alors, pour justement renforcer la dimension de recherche et d'investigation. Alors, ces 7 représentants comprennent justement l'Assemblée que compose en fait l'autorité locale, qui est en fait le premier espace de conjugaison de tous ces acteurs. Et puis nous avons un espace plus large, la composition de l'agence de bassin. Ce sont des zones plus larges de planification hydrique locale et qui ont 7 représentants auxquels j'ai fait référence précédemment, plus 2, une autorité ou un représentant du ministère de l'eau et de l'environnement, qui est en fait l'autorité de supervision et de tutelle, et un représentant du secrétariat de l'irrigation, de l'agriculture et l'irrigation, qui s'ajoute aux représentants, aux 7 représentants évoqués précédemment, qui en fait constituent la démarcation hydrographique. Alors, nous avons ensuite l'espace de participation dans la gestion intégrée des ressources en eau, le conseil interculturel et de surveillance de l'eau. Je voudrais mettre en évidence un aspect important. Il y a quelques mois à peine, à peu près 6 mois, nous avons réalisé la fusion de ce qui était précédemment le ministère de l'Agriculture et le secrétariat de l'eau d'autre part. Ceci dit, pour la gestion intégrée des ressources en eau, il y a des démarcations territoriales qui sont encore en place, hydrographiques notamment pour la gestion des bassins et des conseils. Alors, ces divisions sont maintenues, mais sont différentes de celles que nous avons en Équateur, basées essentiellement sur les démarcations hydrographiques que gérait le secrétariat de l'eau. Et puis, nous sommes arrivés à la constitution du conseil multiculturel de l'eau,
formé par un représentant du secteur productif, un représentant des agences de l'eau potable, de l'irrigation et 3 représentants des populations et des nationalités ou des nations de l'Équateur. Et c'est là où on parle du mot plurinational. Nous avons un représentant des populations indigènes, un représentant urbain, rural. Ensuite, nous avons un représentant des communautés citoyennes et de consommateurs. On parle ici de consommateurs de services publics, qui est également intégré et entériné dans la loi des consommateurs. Et ensuite, nous avons 3 représentants des gouvernements autonomes décentralisés qui peuvent être au niveau des paroisses ou au niveau provincial et des districts. Et nous avons des représentants des universités et des écoles polytechniques qui ont plutôt la tâche et l'objectif de faire de la recherche et de l'investigation. Je voulais à présent partager un peu l'expérience d'une unité de planification hydrographique locale, celle du Rio Porto Viejo, dans la province de Manabí où je me trouve aujourd'hui. J'exécute un agenda territorial et je voulais vous en faire part comme une expérience qui sera dupliquée dans d'autres espaces au niveau national, car elle a été couronnée de succès et justement ayant atteint les objectifs escomptés. Donc, je parlais d'une organisation horizontale dans la gestion des ressources en eau et c'est ce qui est justement mis en évidence dans cet espace de Montoviejo, l'expérience de Montoviejo. Alors ici, ce projet a été lancé en 2006 quand l'ancien ministère justement, et la représentation de la France en Équateur a impulsé justement un projet de gestion intégrée des ressources en eau chargé de l'exécution de ce qu'on appelle en collaboration avec l'Ex-Onagua, le ministère de l'eau, et en collaboration avec l'agence de Garonne en France, avec quelques membres qui sont aujourd'hui ici avec nous dans ce panel et que je salue. Donc, nous avons identifié 5 axes de travail principaux. Donc, la gouvernance de l'eau, la planification des ressources hydriques, des réponses méthodologiques, des systèmes d'information pour la gestion intégrée des ressources en eau et des mécanismes de financement durable. Tout cela, donc, avec 3 objectifs clairs, garantir la qualité et la disponibilité des ressources en eau dans les zones les plus reculées, une gestion efficace de l'administration des ressources en eau et la gestion des ressources en eau, et en fait un traitement de l'assainissement, notamment pour pouvoir, pouvoir justement faire de la rétention des eaux et de la gestion des ressources en eau. Alors, nous avons justement couvert les zones de Santa Ana, Porto Viejo et autres qui ont été intégrés ou ont aligné leur plan de travail pour atteindre les objectifs proposés dans l'unité hydrographique locale. Alors, ce projet a été couronné de succès, ce qui va être d'ailleurs dupliqué dans d'autres régions nationales. Alors, nous en tirons des enseignements. Quels sont-ils? Je souhaiterais tout d'abord mettre en évidence la volonté politique au plus haut niveau, depuis l'autorité maximale de l'eau, à savoir le ministère de l'eau, jusqu'au niveau local et rural, donc ceux qui sont chargés de la gestion. Il y a eu une vraie synergie et coordination qui a permis justement l'atteinte de ces objectifs. Il y a peu, nous avons connu la pandémie que vous connaissez et nous avons été également confinés, comme vous le savez, pendant plusieurs semaines en Équateur. Ceci dit, il y a un secteur qui n'a jamais cessé de fonctionner, c'est le secteur agricole. Et justement, comprenant le fait que nous tentons de garantir la disponibilité de ressources en eau en qualité, notamment pour ce secteur qui a énormément aidé, en tout cas ceux qui étions confinés dans les villes, qui était absolument vital. Alors, il était essentiel d'avoir une volonté politique au plus haut niveau, en passant par les agences de l'eau décentralisées et les différentes communautés. Nous avons donc travaillé avec des équipes techniques formées et renforcées, et notamment à partir du ministère de l'eau, qui ont mis en place des programmes d'assistance et d'accompagnement à l'ensemble des espaces régionaux et locaux, donc tous les domaines relevant de notre compétence. La participation efficace pour mettre en place une vision commune. Il s'agit en fait d'un plan intégré intégral permettant notamment une utilisation efficace et efficiente des ressources en eau dans les régions rurales. Ensuite, nous avons en fait ce sens de l'appartenance des populations locales, donc
une approche verticale n'impliquait pas ou ne permettait pas en fait cette implication. Aujourd'hui, nous l'avons mis en place, cette approche horizontale avec une implication totale des populations locales et leur implication en fait dans la prise de décision. Ils se l'approprient en quelque sorte et améliorent en fait la gestion des ressources en eau selon leurs besoins. Ceci nous a permis de mettre en place justement un plan durable et soutenable de gestion intégrée des ressources en eau. Et ici, nous pouvons également intégrer les GAT provinciaux et les agences provinciales et municipales qui ont apporté également leur jalon à cette approche et avec un accompagnement très étroit qui nous a permis d'ailleurs d'avoir ce programme collectif. Alors, ces plans collectifs et ces initiatives communautaires doivent être à petite échelle. C'est mieux car elles facilite en fait l'implication et la participation des communautés locales. C'est plus facile d'administrer, les populations locales peuvent les gérer de manière plus facilement avec une couverture plus étroite. La participation également dépend de l'existence des mécanismes et des espaces de participation légitimes. Ce sont donc les populations qui administrent et qui, dans leurs assemblées, eh bien, identifient et déterminent la politique de gestion intégrée des ressources. Alors, et enfin, la participation des jeunes et des femmes dans la gestion intégrée des ressources en eau est absolument vitale. Au niveau communautaire, nous avons vu dans mon pays la participation des femmes dans les zones rurales et donc qui est absolument transcendante. Ces femmes vivent au jour le jour et ce sont les femmes et les jeunes qui ont le plus activement participé à nos expériences en prenant les rênes très souvent de ces initiatives communautaires et en donnant et en produisant des résultats tout à fait tangibles dans la production de ces espaces. Alors, je voudrais mettre en exergue l'importance dans la méthodologie d'intégration sociale de l'implication de ces jeunes et de ces femmes. Et souvent, les populations, en dépit du fait qu'ils vivent dans la même localité, eh bien, n'avaient autre union ou lien que le fait de vivre ensemble. Mais quand il s'agit en fait de créer eh bien, un ensemble ou un groupement autour de l'eau et de l'irrigation, ils se fixent un objectif commun et travaillent main dans la construction de leurs projets qui répondent à leurs besoins. Voilà, en bref, l'expérience de l'État équatorien. Je réitère encore une fois mes salutations aux organisateurs de cet événement et pour nous avoir justement donné la possibilité de partager cette expérience au bénéfice d'une construction, d'une administration de ressources en eau intégrées améliorée au niveau global et mondial. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Ortiz. Donc, ce que j'ai souligné dans votre intervention, c'est l'importance du cadre juridique de la participation dans le cadre de la loi sur l'eau, depuis les organisations des usagers jusqu'au conseil de bassin et jusqu'au conseil interculturel et plurinational de l'eau. Nous vous remercions pour votre intervention. Nous allons passer à Madame Bota Sharipova. De son côté, elle va nous montrer comment les jeunes des pays d'Asie centrale ont initié l'inclusion des jeunes dans la gestion des bassins dans leur pays et quels sont les défis auxquels ils sont confrontés. Monsieur Ortiz, vous pouvez arrêter le partage d'écran, s'il vous plaît, pour que Madame Sharipova puisse partager le sien. Merci. Thanks a lot, Stephanie. Thanks a lot for inviting me to this panel. Beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Demande Madame Sharipova. Je voudrais aujourd'hui vous faire part de la participation des jeunes dans le Conseil des pays du bassin de la mer d'Aral dont je proviens. Et ma région est connue pour les catastrophes du bassin de la mer d'Aral, qui est le quatrième bassin de par le monde, dont 90% de sa région a été perdue durant les 50 dernières années en raison de l'agriculture extensive, du moins intensive. Et les pays du bassin de la mer d'Aral sont composés
en fait 6 pays, dont 5 faisaient partie de l'Union soviétique. Le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le 6e pays, et l'Afghanistan. Les pays du bassin sont à des niveaux différents de transition dans le domaine de l'agir, avec le plus avancé étant le Kazakhstan. Pendant les 20 dernières années, nous avons vu un certain nombre de développements, de conseils de bassin, de participation de la société civile également, et le Kurdistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan également ayant des unions de bassins et des régions de bassins hydrographiques qui ont été établies avec le Turkménistan, qui a mis en place sa feuille de route nationale en matière de GIR, de gestion intégrée des ressources de l'eau. Je voudrais également ajouter, dans plus de détails, la participation des jeunes. Après 2017, lorsque il y a eu un atelier des jeunes organisé par l'Union de la gestion de l'eau en 2017 et avec mes pairs de la région et mes homologues, notamment du Kazakhstan, nous avons ainsi décidé de solliciter la participation des jeunes à des bassins, à des conseils de bassins, et pour améliorer notre recherche et pour pouvoir également travailler ensemble dans le domaine de la gestion des bassins, si bien que en septembre 2017, nous avons participé au conseil des bassins au Kazakhstan. Après cela, en 2018, nous avons travaillé en tant que membre du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Nous avons participé au Forum mondial de l'eau de Brasilia, le 8e du nom, et nous avons également appris des agences de l'eau de Picardie, ainsi que dans le domaine de la gestion par les bassins, notamment par des activités de jeunes. Nous avons également eu d'autres réunions dans notre région, et nous avons renforcé notre coopération avec le réseau pour les jeunes pour l'eau. Nous avons décidé de travailler ensemble en vue d'une inclusion formelle de la jeunesse dans le processus décisionnel au niveau des bassins dans notre pays, dans la région du moins de l'Asie centrale. Nous avons voulu ce faire afin que ceci bénéficie aux deux parties pour aider les parties prenantes décisionnelles en matière de gestion de bassins avec des solutions novatrices, mais également par ailleurs pour nous assurer un transfert beaucoup plus doux et sans heurts inter- ou intragénérationnel. Nous avons par ailleurs voulu aider les jeunes dans le développement de leurs activités de travail scientifiques et pratiques. Ceci leur a permis également de développer leur réseau à travers des recherches, mais également à avoir des stages et des occasions de travail, et également pour avoir également le point de vue des praticiens dans le domaine. Nous avons entamé ce processus au Kazakhstan à travers la participation en 2017, 2018 et en 2020, avec une participation plus ou moins régulière. Pour le Kurdistan, nous avons eu également la permission, l'autorisation de l'État pour participer aux réunions de bassin, de gestion de bassin. Au Kazakhstan également en 2019, les jeunes ont participé à des réunions de dialogue, des dialogues de conseils de bassin. Je voudrais ici rehausser que ce n'était pas vraiment un long fleuve tranquille, si je puis dire. Ce n'était pas un processus sans heurts, dans la mesure où nous avons rencontré un certain nombre d'entraves, de limites. Par ailleurs, je voudrais ajouter que dans nos pays, nous n'avons pas des démocraties pleines et entières. Et donc, il a fallu avoir l'autorisation du gouvernement sur un certain nombre d'activités et de mesures. Nous avons également une société des plus hiérarchiques ou un système des plus bureaucratiques. Nous respectons nos seniors. Ceci fait partie de notre culture. Parfois, les jeunes ne sont pas fort encouragés, ne sont pas enclins à s'exprimer et sont plutôt indécis et attendent également que l'on sert des initiatives. Et nous sommes également un pays qui appartient à l'Union soviétique auparavant, avec un intérêt peu ou pas marqué des jeunes de participer à des processus politiques de participation. Nous avons également rencontré un certain nombre de problématiques
pratiques en matière de gestion de bassins et même si nous avons été établis de manière formelle, certains pays, leurs conseils de bassin ne sont pas entièrement opérationnels. Et également, nous avons également le fait que nos réunions du conseil de bassin sont fort dépendantes d'un financement, notamment gouvernemental, et d'agences donatrices. Le réseautage également est un nouveau phénomène dans la région, ne l'oublions pas, et nous avons peu ou pas de connexion également et de contact entre gens et institutions. Aussi, lorsque l'on parle de la participation des jeunes et des réseaux des jeunes, il faut également garder à l'esprit que les jeunes que c'est là une activité de volontariat, pour ainsi dire. Et par conséquent, elle n'est pas toujours active, cette participation des jeunes. Et l'on peut dire également en matière de réseau de jeunes, c'est que les membres de ces réseaux de jeunes sont toujours en train d'échanger. Il va falloir également réexpliquer l'idée, l'énoncé de mission et également le renforcement de capacité est important également. En guise de conclusion, je voudrais ajouter que dans les pays d'Asie centrale, nous avons également des viviers de jeunes qui voudraient participer au conseil de bassin, mais il n'empêche que beaucoup d'entraves continuent à se dresser, qui entravent ce processus, cette volonté, et ce n'est pas toujours facile pour nous que de surmonter ces difficultés, ces entraves. Aussi, à noter au passage que nous pensons qu'il ne nous faut pas sous-estimer l'importance des échanges et d'apprentissage des exemples d'autres bassins et d'en tirer une inspiration, notamment l'exemple d'autres jeunes, d'autres conseils de bassins, mais également en termes de capacité. Il est important de renforcer les capacités des jeunes, de la jeunesse, pour qu'ils puissent être mieux au fait de leurs possibilités d'action et de participation dans la gestion de leur bassin et de concert de bassin. Merci beaucoup. À moins que vous ayez quelques questions, je serais heureux de pouvoir y répondre. Merci beaucoup, Bota Sharipova. On a bien souligné l'importance de l'inclusion de la jeunesse dans le processus décisionnel et vous avez montré que c'était important d'avoir des acteurs comme vous qui promeut l'intégration, la mobilisation de la jeunesse et qui est basée sur du volontariat. Merci beaucoup à vous. Je vais laisser la place à M. Vladimir Arana, qui est basé au Canada. Il va nous indiquer comment les communautés locales pourraient contribuer plus efficacement à la gestion des bassins. Vladimir, vous pouvez partager votre écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Well, yes, I'll try to go fast. Thank you very much, Stéphanie. Nous allons parler d'une expérience que nous avons développée en Amérique du Sud, au Pérou. Et c'est plusieurs raisons pour lesquelles nous avons décidé de le faire et pourquoi nous allons tenter de monter en puissance dans cette expérience. Un des phénomènes que nous avons noté, notamment, c'est qu'en fait, les gens abandonnent leurs ressources naturelles ou les ressources en eau. Vous avez donc du fait, en fait, de la globalisation, la concentration des ressources en eau et du fait de la globalisation, en fait, dans les différents continents. Le changement climatique également accélère de manière accrue l'accès aux ressources en eau et crée énormément de pertes de revenus. Alors, dans les pays notamment qui n'ont pas accès aux ressources en eau, nous avons analysé en fait la relation entre l'accès à l'eau et en fait le revenu. Et nous voyons ici qu'il y a une corrélation importante en termes d'efficacité de la gestion des ressources en eau. Alors, là, il y a plusieurs témoins en fait témoins ou d'activités réussies de la gestion participative des ressources en eau, généralement menée par certains gouvernements qui créent des problèmes en termes de mise en œuvre et quelques lacunes au niveau local ou au niveau communautaire. Et puis, il y a une absence des gouvernements dans les pays en développement où il y a des raretés des ressources en eau, notamment dans les régions rurales ou reculées. Et vous avez aujourd'hui des exodes ruraux vers les villes.
il y a en fait une compartimentalisation de la prise de décision. Et le fait que les décisions relatives aux lots sont éparpillées parmi différents gouvernements ou ministères affaiblit effectivement la gestion efficiente des ressources en eau. Et puis, la désintégration verticale au niveau régional, communautaire. Alors, tous ces différents acteurs ne sont pas dans une dynamique de coordination de leurs actions et ceci crée en fait un effet ou un scénario perverse où la participation, par exemple, de la société civile reste faible. Alors, la question qui se pose, c'est comment nous assurer qu'il y a en fait des ressources en eau efficaces ou une gestion efficace des ressources en eau dans le cas d'absence de présence gouvernementale. Vous avez en fait une migration accélérée vers les régions rurales, donc plusieurs effets collatéraux. Alors cela, que ce soit en Amérique latine, en Asie, etc. Il y a beaucoup de connaissances traditionnelles qui est transgénérationnelle et transmise à travers les générations et qui finalement n'empêche pas en fait ces populations rurales d'aller vers les villes. Alors l'approche GOSA qui en fait appelle des programmes d'assainissement pour intégrer au niveau local les ressources en eau, pour intégrer les acteurs locaux, notamment à travers les comités de prestation des ressources en eau et qui ont inclus de nouvelles fonctions dans leurs activités, par exemple la planification des ressources en eau, la planification des terres, en plus de l'administration, l'infrastructure, le développement de l'infrastructure locale. Nous avons tenté de travailler à travers ces espèces d'espaces pour avoir une interaction plus holistique au niveau local. Et toutes ces actions seraient en fait réalisées à travers leur approbation, leur implication, pour finalement devenir non seulement des acteurs physiques ou qu'il y ait une approche tout à fait physique pour une meilleure distribution des ressources en eau et également une mise en place efficiente et durable d'une gestion appropriée des ressources en eau. Alors, nous avons mis en place des comités de gestion des ressources en eau avec une planification, une gestion du territoire pour, comme je le disais tout à l'heure, une approche plus holistique. Nous travaillons aujourd'hui avec différentes communautés au niveau territorial et la prochaine étape, c'est de créer en fait une autorité de bassin versant impliquant les populations indigènes et autochtones, mais également les universités et d'autres centres de recherche. Voilà ce que nous avons fait au Pérou. Nous travaillons avec plusieurs familles, avec des consultations publiques pour la gestion des ressources des bassins versants. Nous formons justement les gens à accéder aux ressources en eau, à préserver et à stocker les ressources en eau avec une planification des ressources en eau et utiliser ces ressources et ces décisions pour influencer d'autres décisions au niveau local et à d'autres niveaux. Nous travaillons actuellement en Asie centrale. Nous sommes justement au niveau de la planification au Tadjikistan et dans d'autres régions de l'Asie mineure. Alors, les modes de gouvernance sont différents, mais nous travaillons avec les comités de citoyens, notamment au Tadjikistan, avec plus de 1500 familles. Et notre objectif, c'est de travailler en fait autour d'une consultation avec la présence des autorités locales, des communautés locales pour développer un agenda à la gestion intégrée des ressources en eau à travers les gens, les jeunes et les femmes et le leadership des jeunes et des femmes pour que finalement ils soient maîtres de leur propre destinée et leur propre développement. Alors, nous avons également mis en place des groupes de solidarité en formant notamment des associations de maires, ce sont les maires des bassins et qui peuvent prendre des décisions main dans la main de manière coordonnée et synergique. Nous avons tenté d'introduire cette approche
à travers les projets que nous développons en combinant la planification des ressources en eau, l'assainissement, les projets de développement urbain et de gestion territoriale. Ce sont des plans plus complexes que les organisations qui approuvent et valident ces décisions sont parfois séparées. Donc, nous avons des organisations de bassin, les autorités locales, et bien entendu les organisations de planification territoriale. Alors cette approche tente non pas de remplacer la gestion des bassins ni remplacer les autorités de planification, mais plutôt d'œuvrer en tant qu'interface entre le développement local et la planification des bassins. En fait, une approche de mise à niveau en quelque sorte et de synergie. Alors cette combinaison d'éléments, l'approvisionnement en eau, la gestion des ressources en eau par les communautés, la gouvernance, tente de mettre en place un schéma institutionnel pour renforcer le processus de prise de décision avec un meilleur impact sur les communautés. En guise de conclusion, pour clore mes propos, les programmes d'eau et d'assainissement sont des buts et des outils essentiels pour arriver à une meilleure gouvernance de l'eau. La gestion participative peut être renforcée en augmentant et en renforçant les communautés de gestion au niveau local. Alors, nous tentons également de renforcer la résilience des populations et peut-être remplacer l'État en cas où il est absent, là où il est absent, avec une application accrue des populations locales. Alors, nous avons besoin, et donc on agit comme connecteur, comme interface entre les gouvernements locaux et l'État. Nous tentons justement de connecter et de lier différentes activités avec un meilleur impact sur le bien-être des gens. Voilà ce que je voulais dire. Donc, une meilleure coordination locale. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci infiniment. Je vous remercie, Vladimir. Vous avez montré qu'à travers vos différentes expériences, la participation est une problématique universelle. Et que la participation ne peut pas rester au stade uniquement du slogan ou de l'alibi, mais qu'on doit réellement parvenir à une véritable implication des acteurs dans le processus de décision. Merci pour votre présentation. Il reste quelques minutes pour finaliser les réponses au sondage. Avant, on va bientôt clôturer. Je vais laisser la parole à Laurie Fourneau, qui va animer notre séquence d'échange, notre temps de questions-réponses. Je lui laisse la parole. Merci, Laurie. Merci beaucoup, Madame Laronde. Merci également aux grands témoins pour ces présentations inspirantes. Maintenant, chers participants, la parole est à vous. J'aurais répété quelques règles de base pour cette période de questions. Donc, merci d'inscrire vos questions dans le chat en indiquant bien à qui votre question est destinée. On a déjà reçu plusieurs questions déjà. Merci beaucoup. Donc, je vais vous donner la parole afin que vous puissiez vous-même poser votre question. Donc, merci de garder vos interventions brèves. Nous avons environ 20 minutes de période d'échange, donc pour permettre au plus d'intervenants de pouvoir poser leurs questions, et également de fermer votre micro à la fin. Donc, j'aimerais commencer. On a reçu en amont du webinaire une question de la part de M. Stéphane Lacaux. Je pense que ça témoigne de sa motivation et de son intérêt, donc j'aimerais lui donner la parole pour ouvrir cette période de questions. M. Lacaux, le micro est à vous. Monsieur Lacaux, êtes-vous là? Je ne le vois plus connecté. J'ai l'impression qu'il a posé sa question et a dû être plus connecté, d'accord. Donc, je vais alors passer à la prochaine question, peut-être qu'il va revenir. Je donnerai la parole à Monsieur Claudio Laboranti, qui avait des questions sur les aspects financiers pour Jean Bosco Bazier. Monsieur Laboranti?
Monsieur Laboranti, est-ce que vous nous entendez? Bon, si on a des difficultés à... Ah, ça y est, je vois que votre micro est activé. Allez-y. Sauf erreur de ma part, on ne vous entend pas. Votre micro est activé, mais on ne vous entend pas. Dans ce cas-là, je propose peut-être à Laurie de prendre la parole et de répéter en fait les questions qui ont été marquées dans le chat si les participants ne peuvent pas le faire. Oui, absolument. Juste pour Monsieur Laboranti, c'était en espagnol. Donc, c'était pour Monsieur Jean Bosco Bazier. Donc, c'était par rapport au coût des réunions de concertation. Donc, quels avaient été environ les coûts de réunions de concertation et quelles étaient les sources de financement pour qui avaient été les sources de financement? Est-ce que Jean Bosco est présent? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour cette question qui est très pertinente. Je crois que dans une des leçons apprises, mais aussi des contraintes que j'ai notées dans la présentation, il y a effectivement la contrainte aussi du financement, parce que la participation a besoin de moyens pour se faire. Et dans les deux cas du bassin du Niger et du Sénégal, dans les deux expériences, les processus participatifs ont été soutenus par les partenaires techniques et financiers des organisations de bassin. Et la coopération française, la coopération allemande, la coopération canadienne ont soutenu fortement le processus participatif sur le bassin du fleuve Niger. Et effectivement, les réunions, les concertations, les consultations ont un coût, y compris même pour l'expertise. Par exemple, l'assistance technique que nous avons apportée, et nous l'avons fait dans le cas, par exemple, du bassin du Niger. Nous avons eu aussi le secrétariat international de l'eau qui a été fortement impliqué et qui était médiateur dans ce processus-là. Et ça a des coûts. Ensuite, sur le bassin du fleuve Sénégal, ça a été une expertise très technique parce qu'avec BRL Ingénierie en France et les équipes d'eau vive qui ont développé donc tous les méthodes, mais aussi les outils pour pouvoir accompagner, consulter et vulgariser le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Vous savez, c'est des études techniques qui demandent donc de grandes ingénieries. Mais après, il faut rendre tout ça digeste pour que les populations qui ne comprennent pas français ni anglais comprennent aussi les enjeux, l'état des lieux du bassin de dégradation des ressources, les schémas sectoriels, les schémas directeurs, comment même évoluent les besoins en eau d'une année, d'une décennie à l'autre, comment les changements climatiques impactent les ressources et qui se dégradent d'une décennie à l'autre, et comment ils peuvent construire des stratégies et des actions de résilience face à tout ça. Et ça demande de l'argent. Et cet argent, dans le cas donc, de ce processus sur le bassin du fleuve Sénégal, c'est l'Agence française de développement qui a financé le processus participatif d'élaboration et d'implication donc des populations à l'élaboration et à la vulgarisation du schéma directeur. Et cette mission-là a été confiée à BRL Ingénierie et les équipes d'eau vive, dont voilà, donc moi-même qui étais expert avec d'autres de BRL Ingénierie. Voilà un peu comment, et c'est vrai, c'est une question importante, la participation a un coût, la participation a besoin de moyens. Et il faut que les États et les organismes de bassin intègrent ces coûts dans les fonctionnements courants des organismes de bassin. Et je crois que le RIOB était vraiment un lieu pour faire justement la promotion de ça, et que quand on fait les budgets de fonctionnement des institutions de bassin, il ne faut pas oublier de mettre la ligne consultation, participation des gens. Merci Jean Bosco pour ce message fort. Je pense que le message est entendu. Je vais passer la parole à Mme Penda Diop du Sénégal. Si elle est connectée, je lui donnerai la parole. Sinon, Penda, est-ce que tu es connectée? Sinon, j'y vais directement. Donc, c'est une... Oui, Laurie. Ah, voilà. À vous, Penda.
Bonjour Laurie, merci de m'avoir donné la parole et je félicite les brillantes présentations qui sont faites. En fait, ma question, c'était pour savoir en fait comment gérer les usages économiques. Et la question s'adresse à Madame Isabelle, parce que j'ai vu qu'il a exposé les usages économiques en fait. Il y avait un graphique où il y avait les usages économiques. Il apparaît de plus en plus difficile à gérer la ressource dont dépendent ces usages à différentes échelles. Et l'évolution de chaque usage aussi impacte la ressource. J'aimerais savoir comment sont gérés les usages économiques. L'autre question, c'est pour M. Bosgo, parce qu'il dit qu'il y a des réglementations pour les usagers en fait. Et les réglementations sont de plus en plus diverses et à différents niveaux aussi. L'usager de l'eau dispose d'une réglementation extrêmement nombreuse à toute échelle, ça on le sait. Et toutes ces règles tendent à s'accumuler. Et ces règles aussi ont tendance à s'empiler avec le temps. Comment en fait l'usager s'approprie de cette réglementation? Comment ils font pour vraiment que les usagers aient une bonne compréhension de cette réglementation? Et j'aimerais savoir aussi le degré d'implication de l'usager. Est-ce que l'usager va jusqu'à la co-gestion, co-régulation? Parce que c'est dans l'intérêt que tous les usagers et acteurs participent. Merci. Dans la mesure où ce dernier permet aux acteurs gestionnaires d'avoir accès plus facilement l'information, aux connaissances sur les zones locales. Je ne veux pas être très longue. Je vous remercie, Laurie. Je ne m'attendais pas à prendre la parole, en fait. Je vais donner la parole à Mme Matikowski pour répondre à votre première question et peut-être très brièvement à M. Bosco par la suite pour qu'on puisse donner l'espace aux autres. D'accord. Merci, Laurie. Merci de la question. Sur les usagers économiques, alors j'ai plusieurs niveaux de réponse par rapport à la question. Déjà préciser que dans le comité de bassin, vous l'avez dit, effectivement, ils sont représentés, donc que ce soit dans le comité de bassin à l'échelle du bassin proprement dit, ou les petits parlements de l'eau dont j'ai parlé, ils sont représentés. Et en fait, ils représentent les différentes formes de pression, en quelque sorte, sur le milieu. Donc, que ce soit les pressions agricoles, les pressions industrielles, ou les pressions liées aux différents usages, les pressions domestiques, puisqu'on a aussi les élus et les collectivités qui sont représentés dans une autre partie du comité de bassin, ou encore les différents usages liés à l'eau. Donc voilà, déjà, ils sont complètement partie prenante des décisions et de la planification des grands sujets, mais ils sont complètement partie prenante aussi de l'usage, ou en tout cas du bon partage de l'eau. Pourquoi je dis ça? Alors, je vais donner un exemple par rapport au sujet de la raréfaction de l'eau et la raréfaction de la ressource. Aujourd'hui, voilà, y compris en France, y compris dans le nord de la France, nous sommes touchés et nous devons anticiper ce genre de sujet par rapport à la raréfaction de la ressource en eau. Et à partir, je veux dire, d'une image de l'utilisation de l'eau pour les différents usages aujourd'hui à l'échelle du bassin et aussi de projections, notamment dans les années à venir par rapport aux impacts du changement climatique, on va avoir un débat, un schéma pour avoir une bonne répartition de l'usage de l'eau concertée entre tous les acteurs. Et cette demande, effectivement, on va le faire à l'échelle du bassin, mais on va aussi demander à ce qu'elle soit faite au niveau des sous-bassins, mais de façon très transparente, de façon partagée, parce que sinon, si on n'engage pas le débat avec l'ensemble des parties prenantes, forcément, chaque partie prenante voudra avoir toujours plus d'eau ou avoir l'eau pour elle. Donc, c'est vraiment un débat qui s'installe à partir de données concrètes par rapport à la capacité de régénération de la ressource et compagnie. C'est un exemple que je donne par rapport à la gestion de l'eau, quantitative cette fois-ci. Et donc, voilà, c'est ainsi, je veux dire qu'on peut avoir un débat serein
hein, qui ne stigmatise pas une catégorie d'usage par rapport à une autre. Et c'est bien en parlant de ces différents usages qui sont les fondements même justement de la gouvernance de l'eau qu'on arrive à impliquer ces usagers économiques aussi dans un partage raisonné de l'eau. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si c'était l'objet précis de votre question, mais voilà, je vous ai donné quelques éléments d'éclairage avec un exemple sur le sujet quantitatif. Merci beaucoup, Madame Matkowski. Jean Bosco Bazier, est-ce que vous souhaitez répondre vraiment en moins d'1 minute à la seconde question? Oui, je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise, mais j'imagine qu'elle fait référence à la complexité des textes et des différents règlements. Et effectivement, pour le cas des usagers, par exemple, nous avons la charte de l'eau sur le bassin du fleuve Niger qui a été élaborée dans le cadre de cette vision partagée avec évidemment tout ce que cette charte de l'eau comporte comme réglementation pour les différents usages, les différents niveaux, les prélèvements, etc. etc. Et c'est justement le fait que ce mécanisme de participation existe permet aux représentants des usagers de siéger dans les comités techniques permanents, dans le comité technique des experts, et d'assister même à titre consultatif au conseil des ministres de l'autorité du bassin, et ça leur donne l'occasion et l'opportunité de dire leurs mots, de donner leur avis. Maintenant, il faut bien qu'ils sachent de quoi il s'agit. Et c'est ce travail-là dont nous parlons en termes d'assistance technique, parce que ces réglementations sont des réglementations très juridiques, et c'est l'usager de base qui est au fin fond de la brousse, il n'en mesure pas l'importance et les enjeux. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'une assistance technique pour comprendre les implications juridiques qu'il y a aussi en arrière de toutes ces réglementations. Merci Jean Bosco. Maintenant, Madame Paola Padilla, une question pour Monsieur Ortiz, je crois. Madame Padilla? On ne vous entend pas très bien, mais si je peux résumer votre question. Donc, la question cherchait à savoir combien de temps il a fallu à l'Équateur pour vous concerter sur les mécanismes les plus efficaces pour impliquer les acteurs et former ces comités, et comment avez-vous travaillé sur leur pérennité? Donc, une question pour M. Ortiz. Je crois qu'il a lui-même eu des problèmes de connexion. Je ne le vois plus dans la liste des participants, Laurie. Je suis désolé, mais je crois. Sauf erreur, ou peut-être, est-ce qu'un membre de l'équipe du ministère équatorien pourrait éventuellement répondre à cette question si M. Ortiz en personne n'a pas pu rester avec nous? Non, si ce n'est pas le cas, on peut avancer. Oui. Très bien. Il y avait beaucoup de questions pour M. Ortiz, surtout dans la fin. Je pense qu'il y avait, excusez-moi, encore des questions pour M. Bazier. J'aurais aimé trouver d'autres questions pour d'autres intervenants. Il y avait une question pour Madame Sharipova. C'est encore une question de Monsieur Kimene Kanto. Je ne sais pas s'il est présent. Donc, c'était une question sur les partenariats publics-privés qui pourraient faciliter la gestion des bassins. Je ne sais pas si Mme Sharipova peut répondre à cette question.
That was a question for public-private partnership. Une question concernant le partenariat public-privé, n'est-ce pas? Exactement. Sur la gestion des bassins. Yeah, I'm sorry because Oui, oui, désolé, je n'ai pas vraiment bien compris. Non, et tout. Oui, oui. L'interprète est sur le canal sortant français, donc on attend Madame Sharipova. Je vais essayer de répondre parce que ça ne fonctionne pas voilà, dans la région d'Asie centrale et je ne suis pas vraiment plutôt certaine de pouvoir répondre à cette question. Donc, ce que vous dites, Madame Sharipova? Yeah. Sorry, I was just telling that J'étais en train de dire que je ne connais pas de cas qui existent de PPP en Asie centrale. De l'Asie centrale en matière d'activité sur les bassins. Mais je pourrais évoquer l'exemple de la région selon lequel il y a un partenariat au niveau du bassin du Kazakhstan en matière de recherche scientifique financée par des organisations commerciales, par des industriels, directement avec des organisations gouvernementales sur ou concernant la gestion durable des bassins. Donc, nous avons un certain nombre de cas, mais plutôt très, très peu. Mais encore une fois, c'est quelque chose au niveau du Kazakhstan qui ne fait que commencer pour autant que je sache. Excusez-moi. Merci beaucoup, Madame Sharipova. Je vais prendre peut-être une dernière question avant la conclusion de Madame Cyrine Ganem. Je ne sais pas si elle est présente. Elle vient d'écrire sa question. Oui, on vous écoute. On vous écoute. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos présentations fort intéressantes. Ma question concerne la gestion transfrontalière des ressources. S'il y a justement au niveau des bassins transfrontaliers, comment un comité de bassin peut gérer les ressources et aider à assurer une gestion de ressources équitable? Je m'excuse, je pense que j'ai manqué à qui vous adressiez votre question. À Monsieur Jean Bosco. À Monsieur Bosco. Jean Bosco. Jean Bosco. Merci beaucoup. Donc, Jean Bosco, une dernière question pour vous. Est-ce que Jean Bosco est toujours connecté parmi nous? We can't hear him because son micro. Votre micro, Monsieur Bosco, si vous êtes des nôtres, là, on ne vous entend pas. Oui, excusez-moi. Alors, je disais que la raison d'être même des organismes de bassin, c'est justement de pouvoir organiser cette gestion au mieux, à la fois pour les pays qui sont sur le cours principal des fleuves, mais aussi ceux de l'intérieur. Vous prenez le cas du fleuve Niger, c'est 1200 km et qui traverse 9 pays, c'est-à-dire le fleuve et tous ses affluents. C'est 9 pays. Et à la fois, la dégradation donc, du fleuve ou sa protection ne concerne pas que ceux qui sont sur le cours principal du fleuve. Et c'est pour ça que l'organisme de bassin est très important. Vous avez des pays qui sont en amont, d'autres en aval, et une mauvaise gestion en amont va créer des problèmes à l'aval. Et il faut que tous ces pays s'entendent, y compris pour construire des ouvrages, comme on a le cas du bassin du Sénégal, qui a des ouvrages communs. Ils ont mis ensemble des moyens pour construire des barrages communs et ils partagent aussi en commun les bénéfices. Donc, c'est très important de voir le développement durable du bassin à l'échelle de tous les pays et de tous les espaces qui comportent donc ce bassin. Et c'est ça la raison d'être d'un organisme de bassin. Et c'est là que doit se jouer l'organisation et la gestion au mieux pour tout le monde,
que ce soit ceux qui sont en amont, ceux qui sont en aval, ceux qui sont sur le cours principal, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur des terres et très loin, à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres du cours principal, mais dont les activités ont un impact sur la dégradation du bassin dans son ensemble. Merci beaucoup, Jean Bosco. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour cette période de questions. Il y a beaucoup d'autres questions qui ont été partagées avec nous dans le chat. Malheureusement, on va vous inviter à soit contacter les intervenants directement, à continuer des échanges informels avec d'autres participants. Maintenant, je voudrais donner la parole à Mme Antonella Cagnolati, présidente du Secrétariat international de l'eau, Solidarité Eau Europe, et M. Éric Tardieu, secrétaire général du RIAD, pour leurs conclusions respectives. Donc, Mme Cagnolati, la parole est à vous. Micro. Avec le micro, Antonella. Bon, voilà. Voilà, on t'entend. Merci. Avant tout, merci à Eric et à l'OIO de nous accueillir chez eux, parce que c'est un peu comme ça. Je disais que je vais essayer de dire tout ce que j'aimerais dire en 5 minutes sans manger le pain, le temps d'Eric. Ça va être ardu. Je voudrais commencer par me relier directement à l'intervention de Jean Bosco, la dernière. Ne pas oublier que la gestion de la ressource en eau d'un fleuve se situe au milieu d'un territoire. Et ça prend encore plus de valeur, justement, quand il dit le fleuve peut être loin, il faut penser que c'est un territoire avec des activités et des interactions entre le fleuve et les activités et inversement. Et puis, je voudrais commencer aussi par un petit aparté avec Isabelle Matimowski, parce que je voudrais féliciter vraiment l'agence de l'eau Artois-Picardie pour 2 choses qui me semblent vraiment très importantes. La représentation paritaire, c'est quelque chose qui est important, qui est significatif pour la gestion de la ressource et pour ce qu'elle disait dans la dernière réponse qu'elle donnait sur l'équilibre entre les différents usagers et les conditions qu'on peut mettre en place pour garantir un dialogue constructif et éviter les oppositions de catégorie. Et puis, féliciter aussi l'agence, parce qu'on en est aussi bénéficiaire et on coopère beaucoup là-dessus, pour sa politique de la jeunesse. Et peut-être lui envoyer un message de notre part. Nous aimerions beaucoup que les autres agences de l'eau française fassent la même chose, faire une espèce d'action des agences de l'eau françaises pour la jeunesse. Un mouvement au niveau national serait de la même force que celui qui est mis en place par l'agence Artois-Picardie, serait vraiment une bonne chose pour la politique de l'eau française et pour la participation des jeunes, un bel exemple à donner. Et puisque je suis dans le domaine des jeunes, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans l'intervention de Bota. Elle a mis le doigt sur quelque chose de 2 choses qui sont importantes. La première, qui est structurelle dans sa région, c'est que les conditions sont objectivement difficiles pour assurer la participation des jeunes, une participation active, interactive, je dirais. Je pense qu'il y a vraiment des obstacles de taille. Mais aussi une autre chose, dans la jeunesse, ou dans un pays où probablement les organisations de jeunesse sont carentes. Elle a parlé de renforcement des capacités, mais aussi de la fluidité de ces jeunes qui passent. Ça, c'est quand on parle de la jeunesse, on en parle souvent dans nos mouvements, c'est que les jeunes risquent de passer et de partir. Donc, c'est quelque chose qui, en Asie centrale, est important et ça mérite vraiment qu'on les aide à structurer des mouvements de jeunesse. Et puis, pour le restant, il y a un point qui me
je dirais que je suis très heureuse d'avoir entendu la présentation de M. Ortiz, la présentation de Jean Bosco, de Vladimir. Ça montre bien qu'il y a, depuis, je dirais, Rio, où on a commencé à parler de la gestion intégrée de la ressource en eau, il y a un mouvement vers une gestion participative. Mais je crois que Jean Bosco l'avait dit, on avait un petit peu parlé de la notion de la participation qui est souvent très difficile, qui n'est pas facile pour différentes raisons. Et quelque chose dans la présentation de M. Ortiz qui m'a beaucoup plu quand il a parlé d'appropriation. Et je crois que le problème de la participation, on le voit dans nos projets, ce n'est pas seulement pour la société civile, c'est aussi pour les élus locaux, c'est le problème de l'appropriation de cette participation, pour donner vraiment un élan pour que cette participation soit réelle, concrète et porteuse d'action. La participation, on le dit souvent, c'est une banalité. La participation de la société civile ne doit pas être une participation alibi, comme ça peut être celle des femmes, par exemple. Mais il faut donner la possibilité à ces interlocuteurs de la gouvernance qui sont fondamentaux pour la mise en place d'une gouvernance démocratique et solidaire. Il faut que ces personnes aient les outils. Et c'est pour ça qu'à la deuxième question, je dirais que du sondage, j'ai donné la préférence à la première étape. Nous devons former des acteurs de la gouvernance, nous devons miser sur le renforcement des capacités pour que ces acteurs puissent vraiment agir. Ça et la volonté politique qui a été annoncée, qui a été un état, Jean Bosco en a parlé, M. Ortiz en a parlé. Apparemment, il y a la volonté politique. Cette volonté politique, elle peut être encore plus interactive avec des interlocuteurs qui aient la capacité d'assurer cette participation. Donc, moi, j'arrêterai là, je pourrais commenter beaucoup d'interventions, mais je vois qu'Éric ne serait pas content, donc je vais m'arrêter. Et voilà, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur le renforcement des capacités des acteurs de cette gouvernance qui seul peut vraiment nous donner une gestion moderne, efficace et solidaire surtout. Merci. Merci Antonella. Donc, je pense que sur ça, et M. Tardieu, à vous les mots de la fin. Thank you. Thank you very much, Antonella. Merci beaucoup, Antonella. Merci infiniment. À tous, chers participants, je souhaiterais commencer ces mots de clôture avec mes remerciements tout d'abord à l'ensemble des intervenants pour leur intervention et présentation très riche. Alors, il semble que tout a été dit d'ores et déjà, et je suis peut-être arrivée un peu tard pour citer un romancier français très connu. Alors, quels sont les messages que nous pouvons tirer de ce webinaire? Tout d'abord, vous rappelez du manuel que notre réseau RIOB avait publié en 2018 sur cette question très importante, à savoir la participation des acteurs et des intervenants de la société civile dans les agences de bassin, fleuves et aquifères. Vous pouvez donc trouver ce manuel ou ce guide pratique sur notre site web de manière tout à fait disponible. Alors, nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a lieu de mettre en place, ou en tout cas la possibilité d'avoir de nouvelles innovations pour de nouvelles approches. Alors, ma première conclusion, qui est simple d'ailleurs, mais j'aimerais commencer avec ça, c'est que les présentations, ainsi que les questions d'ailleurs que vous avez posées tout au long de ce webinaire, ont bien confirmé que le niveau bassin
et le niveau des organisations de bassin comme étant absolument édifiantes et pertinentes, comme étant des organisations effectives pour la mise en place de ces gestions participatives. Alors, il s'agit là d'organes importants et donc il est essentiel de confirmer la force de ces agences de bassin, bien entendu sans oublier les autres niveaux locaux et territoriaux, mais les agences de bassin au niveau local sont des outils de gouvernance et apparaissent comme effectivement un outil très efficace pour cette gestion participative. Alors, trois messages, si vous le permettez, pour conclure, trois messages importants. Tout d'abord, la participation n'est pas une question de plaire quelques groupes d'intérêt, mais il s'agit en fait d'un processus de décision facile et important à mettre en place. Il est donc essentiel d'avoir une rationalité dans le choix des représentants des acteurs locaux qui sont effectivement représentés dans l'approche participative. Cela a été mentionné et il est donc essentiel de savoir que les acteurs connaissent les différents usagers de l'eau qui sont importants au niveau du bassin. Il est donc essentiel de reconnaître l'impertinence des représentativités de ces différentes communautés. Il est donc essentiel également de les intégrer dans la gestion participative des ressources en eau pour réellement construire ce schéma de responsabilité partagée et de construire ce climat de confiance, un des termes essentiels que vous avez évoqué tout au long de cette réunion. Deuxième message important, également très important, et vous avez insisté sur cette approche. Il ne s'agit pas d'approche ou de prêcher des approches équilibrées entre les différents acteurs. Il ne s'agit pas de prêcher, mais plutôt d'atteindre des mécanismes de consultation efficaces et robustes et solides. J'insiste souvent sur l'importance d'établir des mécanismes de transparence basés sur un climat de confiance, mettre en place des systèmes d'information transparents. Il est essentiel de partager l'information entre les différents types d'acteurs et d'intervenants, non seulement d'ailleurs parmi les autorités publiques, mais également parmi les différents acteurs impliqués et les communautés locales. Nous savons pertinemment bien qu'il y a une complexité dans les processus participatifs. Nous savons également qu'il y a une complexité territoriale et spatiale entre les niveaux nationaux, les niveaux locaux, les autorités locales et nationales qui ne mettent pas nécessairement en place des approches de gestion des ressources en eau transfrontalières. Il est donc essentiel de construire ces processus de consultation robustes et solides avec des outils de gestion participative. Et enfin, troisième message, il ne s'agit pas de compléter en fait les cadres réglementaires déjà existants, mais de mettre en œuvre de manière efficace les décisions et les mesures qui ont été prises. Cela a été répété à maintes reprises. Nous savons qu'il y a une forte dépendance des possibilités de participation en prenant en compte les cultures nationales, les différentes sensibilités politiques et également les sensibilités de gestion des ressources en eau transfrontalières. Mais il y a ce besoin d'appropriation partagée et de sens de l'appropriation des processus de gestion intégrée des ressources en eau du niveau politique, des décideurs vers les représentants des élus locaux, y compris bien entendu les praticiens de l'eau et les usagers de l'eau sur le terrain. Alors, il s'agit là d'un élément très important, à savoir que toutes les consultations et les processus de participation puissent aboutir
à des possibilités partagées de mise en œuvre efficace des mesures et décisions prises. Il me semble que ces 3 messages sont des conditions sine qua non pour l'approche durable, la durabilité, la soutenabilité et l'efficacité des approches de gestion intégrée. Et pour clore mes propos, je dirais qu'il y a 2 idées saillantes. Tout d'abord, vous avez tous vous avez tous évoqué vos différents sentiments là-dessus, mais pour communiquer, nous allons faire une petite photo de famille. Alors, je vous invite à tous à déclencher vos caméras. Edouard va prendre un screenshot, une photo, et c'est peut-être ma petite minute de publicité sur le webinaire de l'année prochaine, en ce qui concerne en tout cas les activités du RIOB. Je souhaiterais en évoquer 2. Tout d'abord, le premier webinaire sera organisé au mois de février. Nous organisons avec nos collègues de UNECE, donc de la CEA, une nouvelle réunion du réseau des agences de bassin pour le changement climatique. Là encore, il y a la possibilité pour les agences de bassin qui ne sont toujours pas membres de ce réseau de se joindre à nous et exprimer leur intérêt de faire partie de ce réseau et de participer en fait à ce webinaire en février. L'autre événement important qui aura probablement lieu au mois de mai l'année prochaine s'articulera autour de la publication d'un manuel dédié aux villes et au dialogue basé sur les villes. Et donc, c'est là une autre manière d'organiser les processus de consultation et de participation entre les différents niveaux, au niveau des villes et des bassins, à savoir du niveau urbain au niveau des agences de bassin. Et ce webinaire sera organisé au mois de mai. Voilà ce qu'il en est en ce qui me concerne. Et Edouard va prendre la photo de famille. Je voudrais remercier l'ensemble des orateurs, des intervenants. Merci pour votre patience. Merci pour vos interventions brillantes, vos questions intelligentes. Et nous tenterons de résumer tout cela et le consigner dans un rapport qui sera divulgué dans les mois prochains. Je vous souhaite une bonne fin d'année, une année difficile et vraiment un moment qui aura impacté nos régions et nos pays et nos vies. Et nous avons été ravis de vous avoir avec nous à ce webinaire et merci infiniment à nos collègues du CAI. Nous avons été ravis de coordonner et organiser ce webinaire avec vous. Merci infiniment. Je vous revois l'année prochaine. Merci.